Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince. Et je suis Sam, qui ne se fait pas prompté par Vince, mais qui arrive pareil. Ouais, je sais pas pourquoi. J'étais comme trop en train de me dire, faut pas que j'oublie de dire que c'est notre 57e épisode. Et notre thématique aujourd'hui, ça va être les jeux de placement d'ouvriers spécialisés. C'est des jeux de placement d'ouvriers où chaque ouvrier va avoir une petite différence. Donc, tous les ouvriers ne sont pas égaux ici. Et dans ce duel-là, moi, je vais défendre le jeu Anachronie. Et toi, Sam? Moi, je vais vous ramener en Angleterre médiévale avec le jeu Lancaster. Mais avant de se lancer là-dedans, on va parler du duel qu'on a fait l'année passée, qui était en fait un duel de duel. Donc, c'était deux jeux à deux joueurs, dans lequel il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup de combats, en fait, d'animosité entre les deux joueurs. Dans mon cas, j'avais défendu le jeu Rift Force, qui est un jeu de cartes où on va avoir un paquet de cartes qui est fait de différents élémentaux. Chaque famille d'élémentaux a comme un pouvoir, puis il faut utiliser ces pouvoirs-là pour tuer les élémentaux de notre adversaire et prendre le contrôle de différents territoires. De différents champs de bataille, en fait. Il y a 5 champs de bataille, puis à chaque fois qu'on veut remplir notre main, on peut scorer, dans le fond, les territoires qu'on est seul à contrôler. Puis on score des points aussi en pétant les élémentaux des autres. Exact. Puis c'est ça. Puis chaque élémental avec son pouvoir différent amène des combinaisons intéressantes. Si t'es capable de vraiment coordonner l'action de tes élémentaux. T'as des restrictions pour les poser, dans le fond. C'est qu'il faut toujours que tu te fies soit aux chiffres, soit à la sorte d'élémentaux. Puis après ça, il faut que tu décides de les mettre tout ensemble dans un même champ de bataille ou tu les sépares. Puis t'es contraint à les mettre tout à côté de l'autre. En tout cas, il y a plusieurs petites restrictions qui fait que c'est pas mal intéressant puis qu'il y a beaucoup de décisions lourdes de conséquences qui doivent être prises rapidement. Fait que c'est un jeu qu'on aime bien là. On y joue encore souvent. En fait, moi et Sam, quand on se fait des petites soirées jeux là, c'est un jeu qui se sort rapidement, qui joue vite, puis t'as le goût de rejouer 2 parties de suite parce qu'une fois que t'as perdu, tu veux te reprendre tout de suite. Ouais, j'ai joué rien qu'en masse sur BGA, là. Il est comme en alpha depuis une infinité de temps, on dirait, là. Je pense que le développeur a abandonné le projet, là, mais tu sais, le jeu il fonctionne pareil, tu sais. Fait que j'ai joué beaucoup là-dessus. C'est un jeu que j'adore. J'ai l'extension qui était commandée, qui devrait arriver un moment donné, là, qui rajoute un mode solo, un mode 2 contre 2, que ça je suis moins convaincu, mais bon, on verra. Mais surtout des nouvelles factions d'élémentaux, là. Fait que ça va peut-être venir rajouter de la variété, là, puis différentes stratégies, là. Parce que ce qui est cool, c'est de faire des combos quand tu drafts, là. Exact, choisir les bons élémentaux qui vont bien aller ensemble. Puis tu sais, à un moment donné, tu te fais comme ta petite stratégie, il y a des trucs que t'aimes ça reprendre parce que t'es comme familier, puis tu sais comment bien les utiliser. Puis c'est ça, chacun a ses préférences, puis je trouve ça très bien. Ouais, c'est très cool. Mais mon jeu à moi est encore plus cool. C'est le jeu Battle Crest, saison 1, je pense que c'est Fellwood Base Game qui s'appelait officiellement. Donc c'est un jeu de Button Shy, donc c'est des jeux de 18 cartes, là, c'est ça leur gimmick, là. Puis dans ce cas-ci, on a comme 6 cartes qui vont être disposées sur la table pour faire comme l'arène de combat, là. Le positionnement qu'on va avoir sur ce terrain-là va être très important. Puis dans le fond, il y a une de nos cartes qui va être notre personnage qu'on va bouger sur le tableau de cartes, si on veut, là, qui est comme la map, là. C'est un genre de pseudo-plateau, là. Puis on va avoir différentes habilités qu'on va pouvoir utiliser en tapant les cartes. Mais là, quand on tape les cartes, ça nous déborde des Battle Crest qui vont comme booster les autres habilités. Fait que l'ordre dans lequel tu actives tes habilités est vraiment super important. Les cartes sont recto verso, fait que quand tu te reposes pour pouvoir réutiliser tes cartes, ben là t'es flip de bord. Fait que là, la façon que les héros sont conçus, c'est pas
sais, les cartes qui fit le mieux ensemble sont pas nécessairement du même côté en début de partie, fait que t'as avantage à timer comme il faut quand est-ce que tu te reposes. Fait que ça, c'est vraiment crunchy, c'est plein de choix déchirants ce jeu-là. Puis il y a eu la saison 2 qui a été kickstartée il y a pas très longtemps. Là, j'ai comme passé à côté malheureusement. Là, je l'avais regardé un peu, j'hésitais, puis là, finalement, quand je m'étais décidé à l'acheter, il était rendu trop tard. Là. Je vais peut-être attendre la version magasin ou peut-être me le procurer sur leur boutique en ligne là, de Button Shy là, pour rajouter des... je suis bien excité de voir dans le fond, cette version-là vient une nouvelle map. Puis je pense que c'est ça qui pourrait changer la donne, même pour les vieux personnages. Puis en plus, il y a des nouveaux personnages qui se rajoutent, donc... encore plus de variété pour un style de jeu que je pense ils vont en bénéficier là, d'avoir des maps différentes puis plus de personnages. Ben ça peut pas faire de tort là, tant que tout ça est bien balancé, mais je suis quand même confiant. Ouais, puis c'est ça, puis ce que t'avais pas dit, je pense, c'est que justement la carte est importante parce que il y a plusieurs bonus sur les cartes de cartes. Fait que selon ton positionnement, ça va grandement influencer ta stratégie. T'sais, la carte la première carte, la carte de la saison 1, elle va être générée tout le temps de façon aléatoire parce que tu vas placer tes cartes pour que ça fasse un carré 9x9. Mais là, d'avoir justement la deuxième carte, la deuxième saison, ça te fait plus de cartes, puis une carte qui va être différente. Fait qu'il faut que tu changes un peu ta façon de jouer pour gagner. Cool. Fait que ça fait pas mal le tour des jeux qu'on a décrits l'année passée. Fait que maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Et je vais te laisser commencer, Sam. Ouais, j'ai une fin de semaine de jeu avec un ami que je vois pas souvent, puis qui était à la SN cette année, le maudit chanceux. Fait que, il nous a ramené The White Castle, qui est sorti cette année. Donc, tout chaud de Essen Spiel. C'est un jeu de Isra C et Shea S, j'imagine que c'est des pseudonymes, est publié par Devir Games. Puis c'est un jeu qui vient dans une petite boîte, mais qui a beaucoup de stock là. C'est un jeu où on va drafter puis placer des dés pour faire nos actions. Puis dans le fond, le but, ça va être d'aller essayer de trouver les combos dans ces différentes actions là. Puis c'est un jeu qui est super tight là, il y a 3 rondes, puis à chaque ronde tu fais 3 actions là. Fait que dans toute ta game t'as 9 actions, puis il faut que t'essaies de maximiser tes points avec ça là. Fait que les actions essentiellement ça va tourner autour de ramasser 3 ressources qui vont te permettre de placer des ouvriers dans 3 buildings différents, puis tout ça est comme un peu interrelié là. Moi ça m'a beaucoup rappelé en fait Paladin du Royaume de l'Ouest là. Tu sais que t'as une action qui te permet de monter en influence, fait que ça va te permettre de faire l'autre action à côté qui te demande de l'influence, mais qui va monter ta force, qui va aider à une troisième action. C'est une espèce de loop que toutes les actions aident les autres. Là. Ben, dans ce cas-là, c'est un peu la même chose. Là. Quand tu places des samouraïs, mettons, ben ça te permet d'avoir un revenu de perles. Mais là, les perles, ils vont te permettre de placer un autre type d'ouvrier qui, les autres vont rapporter du riz, en tout cas, tu sais, fait que t'as comme 3 ressources, 3 types d'ouvriers, 3 buildings dans lesquels tu peux les placer. Puis tout ça est comme interconnecté, puis il faut que tu essaies de trouver le path optimal, là, qui va dépendre souvent de, tu sais, le setup de départ va varier, puis en plus, pendant la partie, on va avoir moyen d'aller chercher des cartes qui sont placées sur le plateau, qui sont comme les actions qu'on peut faire. Puis là, on va les mettre dans notre tableau personnel. Fait que les actions qui sont disponibles vont changer pendant la partie. Fait que tu vas comme construire ton tableau, puis modifier le board principal, puis tu sais, il y a quand même une interaction avec les autres parce que t'as une piste qui détermine l'ordre du tour, qui est quand même assez importante, puis plus tu vas loin dessus, plus tu vas scorer de points à la fin de la partie. Les emplacements pour placer tes dés sont quand même limités. Là. Tu peux placer jusqu'à 2 dés là. Puis il y a comme une twist que si je place un dé par-dessus un autre, si mon dé est plus haut, je gagne la différence en argent, mais si mon dé est plus bas, je perds cette différence-là en argent.
Puis il y a aussi des valeurs qui sont comme imprimées sur le board. Fait que la première personne qui place un dé, mettons, faut que s'il y a un 3 d'imprimé, mais là je place un 5, je vais faire 2 piastres. Puis, si le prochain arrive avec un 1, ben il va falloir qu'il paye 4 piastres. Puis tu sais, t'as pas tant d'argent dans le jeu, c'est relativement tough d'aller en chercher, fait que d'avoir des gros dés, c'est quand même important. Mais en même temps, quand tu sélectionnes le plus petit dé d'une couleur qui est disponible, ben ça te permet de comme activer ton tableau. Fait que toutes les fois que tu ramasses une carte, celle que tu avais avant, elle s'en va comme dans une espèce de chaîne d'actions que tu peux déclencher, soit avec les actions ou soit quand tu drafts le plus petit dé. Fait que c'est ça, c'est comme plein d'actions qui cascadent en plein de bonus, puis t'essayes d'optimiser tout ça, puis de vraiment rentabiliser tes 9 actions que t'as dans le jeu, dans le fond. Ouais, ça a l'air d'être un jeu qui pardonne pas beaucoup, par contre. Faut vraiment que tu penses à ton affaire, puis que ta planification soit au point si t'as si peu d'actions, ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu peux pas planifier à si long terme que ça parce que ça se peut que les actions sur le board changent, tu sais. Il y a des emplacements qui sont fixes et qui changeront pas, mais il y en a d'autres qui vont changer en cours de partie. Fait qu'il y a un beau mix de stratégie à long terme puis de tactique plus à court terme. Puis il y a un bel aspect de engine building aussi. Là, tu sais, au début, tes actions sont plus faibles, mais plus la partie avance, plus à toutes les fois que tu déclenches de quoi, ça cascade en plus de bénéfices, là. Puis c'est ça, c'est pas trop long à jouer, c'est pas trop compliqué, mais c'est ça, il y a quand même une belle profondeur. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu que ça va gagner à être joué parce que tu comprends un peu mieux c'est quoi les combos potentiels ou les pièges que tu peux tomber dedans. Puis je suis sûr que si je rejouais, je m'améliorerais, là. Donc c'était The White Castle de Devir Games et Isracé et chez Hess. En fait, Isracé, c'est Israël Sendrero et Sheila Santos. Ah, c'est même bizarre que sur BGG, ça soit comme abrégé comme ça. C'est leur nom de créateur. Si tu cliques sur leur nom, ça t'amène à leur page de designer. C'est peut-être même pour justement t'inciter à cliquer dessus. En tout cas, je sais pas. Je dis en tout cas c'est une bonne stratégie parce qu'en tout cas moi ça m'a fait cliquer dessus là. Cool. Fait que ça a l'air pas mal intéressant. Ouais, j'imagine que ça va arriver en magasin ici bientôt là. Moi de mon côté, j'ai essayé les ruines perdues de l'Arnaque, de Narak. Vous avez pas vu le regard découragé de Sam face à cette blague de qualité douteuse. Parce que oui, c'est ça, en anglais, le jeu s'appelle Lost Ruins of Arnak, mais en français, ben, les ruines d'Arnak, ça fait un peu, ça fait que tu te fais avoir quand tu joues à ce jeu-là. Fait que, d'où les ruines perdues de Narak. Donc, le jeu est designé par Elwin et Min, donc c'est aussi deux pseudonymes, étrangement, on a comme une petite thématique peut-être qui se développe présentement, qui sont en fait Michal Stack et Mikaela Stakova, mais je suis pas du tout certain de la prononciation. Ruines perdues de Narak, c'est un jeu qui a quand même fait et publié aux éditions Check Games Editions. C'est un jeu qui a fait parler pas mal, ça fait un petit bout de ça, en fait en 2020. C'est un jeu qui est un mélange de placement d'ouvriers puis de deck building. Un autre, ouais. Un des trucs qui va le rendre un peu spécial, par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'emplacements d'ouvriers qui vont être découverts. Parce que, tu sais, on est en fait des explorateurs qui veulent aller découvrir, justement, les ruines de Narak. Fait que, il va falloir utiliser nos ressources pour partir en expédition puis trouver des sites, dans la jungle. Fait que, en ayant cette petite thématique-là, ils ont amené aussi une mécanique qui fait que certains emplacements d'ouvriers vont apparaître lorsqu'on va les découvrir. Puis là, ils vont être générés de façon aléatoire. On a comme une pile de ces emplacements-là. Puis quand on va explorer, ben on découvre une tuile qui nous dit dans le fond, ben maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez à tel endroit, c'est telle récompense que vous allez avoir. Fait que t'as comme un petit aspect, c'est ça, exploration, un petit aspect surprise quand tu vas commencer la partie parce qu'il y a beaucoup d'inconnus qui sont en place dès le début.
À ça, on a aussi un aspect un peu de course. Donc, on a une espèce de piste de recherche qu'il va falloir faire progresser. Donc, il faut la faire progresser en 2 temps. On a comme 2 jetons qui vont progresser dessus, sur la piste. Fait qu'il faut faire avancer notre loup. Puis après ça, il faut faire avancer notre calepin. Puis dans le fond, plus on fait avancer les deux, plus on fait des points en fin de partie. Puis à chaque fois qu'il avance, on va récolter certains bonus. Puis là, dans le fond, le chemin va varier en fonction de nos ressources puis de ce qu'on va décider de suivre. Fait qu'on peut justement décider un peu c'est quoi les récompenses qu'on va avoir. Il y a des récompenses aussi qui sont cachées sur cette piste-là. On a encore ici beaucoup de surprises. Ça va c'est parmi les choses qu'on peut récolter, entre autres, c'est des ouvriers qui vont nous permettre d'avoir des actions bonus à chaque tour ou des ressources bonus à chaque tour. Puis ça peut être utile parce qu'on a ce petit engin-là qui va nous aider en plus de notre deck building à atteindre nos objectifs puis à progresser comme on veut. Fait que c'est ça, on a plusieurs ressources qu'on peut collecter, on a des cartes qu'on peut acheter, on a des cartes qui sont des objets, des artefacts qui vont avoir des pouvoirs sensiblement différents, puis qui vont nous rapporter aussi des points en fin de partie. C'est quand même cool aussi la façon que le deck est séparé justement entre les artefacts et les objets, parce que les objets sont plus pratiques en début de game parce qu'ils te donnent des ressources. Puis en début de partie, dans le marché, il va en avoir plus. Puis là, à chaque round, comme il y en a un de moins disponible de ce paquet-là, puis il y en a un de plus de l'autre, qui sont plus des trucs de fin de game là, qui vont te rapporter des points ou qui vont te coûter cher à acheter puis à utiliser. Donc naturellement, les cartes que tu as besoin en fin de game vont devenir de plus en plus présentes. Ouais, fait que c'est ça, fait que t'as vraiment un marché qui va évoluer à mesure que la partie va avancer. C'est ça, la carte artefact, qui ont aussi une twist intéressante, c'est que quand t'achètes la carte artefact, tu fais directement son pouvoir en l'achetant. Fait que tu peux la prendre juste pour son pouvoir instantané. Mais après ça, plus tard, si tu le repiges, ben faut que tu payes une ressource pour faire ce pouvoir-là. Fait qu'on a ce truc-là qui est quand même intéressant. Fait que c'est ça, c'est un peu c'est pas énormément compliqué comme jeu, même s'il y a quand même plusieurs mécaniques qui se rencontrent dans le jeu. Mais c'est ça, le but c'est vraiment de savoir OK, comment je peux essayer de maximiser mon nombre de points, quand est-ce que ça vaut la peine de se dire OK, cette carte-là, faut que je l'achète parce que j'ai besoin de la ressource qu'elle va me donner. Quand est-ce qu'il faut que tu peux sacrifier aussi des idoles à certains moments pour avoir des ressources supplémentaires ou des actions supplémentaires, mais plus tu vas sacrifier ces idoles-là, plus en fait ça t'enlève des points bonus de fin de partie. Fait que tu sais, faut que tu saches gérer ça, parce que des fois ça peut vraiment être payant de dire je vais perdre ce 3 points bonus-là, mais au final je vais pouvoir faire cascader 2-3 actions, puis bam, je vais en donner plus. C'est ça. Fait que là, faut vraiment que tu réfléchisses à ça. Puis il y a vraiment une espèce il y a une accélération, si tout va bien, là, ta partie va vraiment avoir comme une espèce de crescendo, parce que ton deck va être bien construit, tu vas te faire un petit engin qui va te permettre de piocher les cartes, de rejouer les cartes, avoir les bonus de tes ouvriers aussi, ça va être pas mal pertinent, puis ça peut te faire plein de points en fin de partie. Tu sais, nous autres, la partie que j'ai jouée, dans le fond, j'étais super en arrière sur la phase de recherche, là, mais c'était désastreux. Puis au dernier round, j'ai été capable de vraiment remonter jusqu'en haut. On était 2 à le faire. En fait, pendant un moment, on se faisait défoncer sur la plaque, la traque de recherche, c'était pas possible. Mais tous les deux, de notre bord, on s'est comme construit un petit engin pour que on remonte puis qu'on atteigne le top au dernier tour. Même si on était ridiculement en arrière. Fait que c'est ça, c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant. Je pense qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité du fait que justement le plateau va tout le temps être différent d'une partie à l'autre. J'ai oublié de dire en plus tu vas avoir des monstres aussi à combattre quand tu vas aller explorer, fait que c'est plus de variété. Ouais, mais c'est des gardiens puis techniquement c'est pas du combat, ça me semble que c'est une autre affaire là. Ouais, tu les amadoues genre qui viennent de ton bord. C'est vrai, c'est pas violemment. Fait que tu sais, la grosse araignée géante qui veut t'arracher les yeux puis pondre des œufs dans ton abdomen, finalement elle devient ton amie, tu sais. Fait que c'est ça. C'est intéressant, mais en même temps, le fait que ce soit aléatoire, moi je trouve ça met de la rejouabilité, mais aussi ça fait
que quand tu vas explorer un endroit, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas avoir. Fait que, tu sais, c'est un peu un guess que tu prends. Tu vas à un nouveau lieu, tu crées un nouvel endroit où mettre des meeples, mais tu sais, les ressources qu'il y a dessus, c'est peut-être pas ce qui t'intéresse. Et tu vas toujours avoir quelque chose. Tu vas toujours avoir quelque chose, mais ce sera pas nécessairement ce qui te va pour toi. Fait que tu sais, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça comment on m'a dit que on a contré mon point, que c'était trop aléatoire, c'est que c'est pas un jeu dans lequel il faut que tu planifies trop à long terme, c'est plus qu'il faut que tu t'adaptes à ce qu'il y a. C'est ça, faut que tu saisisses les opportunités plus que tu prévois l'avenir. Fait que c'est un peu différent. Je sais pas si j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça bien, mais j'aime mieux Dune Imperium. Parce que Moi, j'aime mieux Dune Imperium aussi, mais j'ai pas de temps trippé sur aucun des deux, là. J'ai pas joué avec toi récemment, là, mais j'y ai joué en fait, j'ai juste joué en ligne, j'ai pas joué en vrai, là, mais j'avais joué sur Tabletop Simulator puis sur BGA après quand il est arrivé. Fait que j'ai fait quelques parties, mais j'avais pas trippé assez pour comme chercher les occasions de jouer en vrai, là. ouais, c'est ça. C'est bien, mais c'est ça, j'en ai déjà mieux, moi. Fait que je courrais pas après nécessairement non plus, mais ça me dérangera pas qu'on le sorte puis qu'on l'essaye. Non, c'est ça, si quelqu'un me le propose, dépendamment de mon mood, je dirais probablement oui aussi, là. Fait que c'était Les Ruines perdues de Narak, de Check Game Edition et designé par Elwyn Elimin. Fait que toi, Sam, tu m'as dit que t'étais rendu que tu voulais te reconvertir en designer de mode, de ce que j'ai compris aussi. Ben oui, mais sur la table de jeu, là, pas dans la vraie vie. Parce que récemment, j'ai joué à Rococo, l'édition de luxe. Donc, c'est un jeu de Matthias Kramer, Stephen Maltz et Louis Maltz. Monsieur Kramer qui va revenir un peu plus tard dans l'émission. L'édition de luxe a été publiée par Eagle Griffin Games avec l'artiste Ian O'Toole, évidemment. Je pense que c'est pas lui qui fait tous leurs jeux, la plupart de leurs jeux à cette compagnie-là. C'est un auteur c'est un artiste assez prolifique aussi. C'est pas mal un des plus connus dans le domaine, là. Puis il fait souvent des gros jeux, mais comme un coup que t'as compris son iconographie, ça aide à la compréhension du jeu. Puis celui-là fait pas exception. Mais il est quand même plus léger que d'autres qui ont été illustrés par Monsieur O'Toole. Donc comme t'as dit, c'est un jeu dans lequel on est à l'époque baroque, on est des designers de mode qui vont créer des robes pour les prêter à des courtisans qui s'en vont dans des soirées mondaines. Dans le fond, on va essayer d'accumuler le plus de prestige possible avec ça. Mécaniquement, comment ça marche, c'est qu'on va avoir un deck de cartes, puis les cartes vont être comme en trois catégories, si on veut. On a comme les maîtres, les employés, puis les apprentis, si on veut. À chaque ronde, on va sélectionner 3 cartes de notre paquet. Puis ça va être les 3 actions qu'on va pouvoir faire. Puis là, quand je défausse une carte, je choisis laquelle des actions je peux faire. Là. Il y a comme 5 ou 6 actions possibles. Puis il y a certaines actions qui peuvent être seulement faites par les maîtres, puis certaines actions seulement par les maîtres ou les employés, puis d'autres actions que ça peut être n'importe qui est fait. Puis la carte, en plus d'avoir une catégorie, si on veut, elle a comme un bonus dessus. Fait que en plus de faire mon action, je vais faire le bonus de la carte que j'ai jouée. Puis les actions, ça va être comme accumuler des ressources ou des tissus, coudre des robes, puis après ça, aller les placer dans les différentes... il y a comme 5 salles de bal, si on veut, là, qu'on peut placer les trucs dedans, puis dans le fond, il y a comme un petit côté de majorité là, à la fin de la partie. Celui qui a le plus de robes dans chacune de ces salles-là va faire un certain nombre de points, puis le deuxième un petit peu moins. Fait que t'as comme intérêt à te spécialiser dans certaines de ces salles-là, mais t'as aussi des bonus de points si t'es capable d'aller dans toutes les salles. Donc t'as intérêt à te diversifier aussi. Puis dans le fond, plus tu fais de robes, plus tu vas faire de points en fin de partie aussi. Puis il y a des robes qui valent plus de points, mais qui vont coûter plus cher à produire, puis qui doivent être absolument faites par
une carte de maître, tu sais. Ça, c'est pas un noob qui va être capable de créer ces beaux habits-là. Mais s'il fait la révélation puis qu'il invente le nouveau style. Non, pas dans le jeu. Ah, ok. Ouais, fait que c'est ça, on a ce petit jeu de majorité-là, on a une des actions qui nous permet d'aller recruter des nouvelles cartes. Puis ces cartes-là, au fur et à mesure que la partie avance, ils vont devenir de mieux en mieux, ils vont avoir des meilleurs bonus. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que quand tu fais cette action-là, la carte, elle va direct dans tes mains, fait que ça te donne comme une action de plus pendant cette ronde-là. Fait que tu peux chaîner comme ça, sauf que l'affaire, c'est qu'il faut que tu vides ton deck avant de pouvoir reprendre les cartes que t'as jouées. Fait que t'as comme, c'est le fun d'aller chercher des cartes de plus parce que ça te donne une action de plus à ce moment-là. Mais en même temps, ça fait que tes meilleures cartes, ils reviennent de moins en moins souvent. Fait que tu pourras pas nécessairement les jouer à tous les tours. Mais t'as une des actions, puis le bonus sur certaines cartes qui te permettent de comme remercier tes employés, parce que les cartes ça représente tes employés, ben dans le fond t'es sors de ton deck, puis en plus ça te donne de l'argent. Tu les mets à la porte. Ouais, genre, tu les envoies à la retraite. Ça, là, les remercier. Puis là, ils te donnent de l'argent pour une raison ou pour une autre. Je sais pas, en tout cas. Thématiquement, j'ai pas trop compris ce bout-là, là. En fait, c'est que t'économises leur paye. Ouais, peut-être. Puis sinon, si ça t'as comme des actions aussi pour aller genre faire des décorations. Fait que là, ça va te faire plus de points à la fin de la partie. Puis ça peut te débarrer certains revenus aussi pour les autres actions que t'as faites. Fait que t'as comme plein d'affaires qui sont un peu interreliées. Il faut que tu gères ta main de carte. Tu gères ce que les autres font pour essayer de prendre les robes parce que dans le fond, les robes qui sont possibles, t'es vois tout le temps. Fait que tu sais c'est quoi les ressources que t'as besoin pour les faire. Tu peux voir ce que les autres ils accumulent comme ressources aussi. Fait que t'as comme une idée de si tu portes attention, tu peux savoir potentiellement c'est quoi que tes adversaires visent. Fait que tu peux essayer de leur couper l'herbe sous le pied. Puis c'est ça, le jeu dure 7 rondes. Ça va quand même assez vite, là, tu sais, t'as 3 actions par ronde, puis je les joue à 2, remarque, là, peut-être qu'à 3 ou 4, ça serait plus long, là. Mais il y aurait aussi plus de jeux de coude, là, pour la majorité, puis construire les affaires, là. Parce que je sais pas si je pense que le plateau était double side, fait que peut-être qu'il y a plus d'emplacements par contre quand il y a plus de joueurs, là. Je suis pas certain. C'est pas moi qui ai lu les règles, c'était pas mon jeu, là, fait que mais en tout cas, l'expérience à 2 joueurs, j'ai trouvé ça bien. C'est un peu comme Arnak, là, c'est pas genre ça a pas été mon jeu préféré, je vais pas nécessairement comme essayer de me le procurer, mais je serais partant pour y rejouer. C'était bien, mais pas exceptionnel non plus, là. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir un euro d'optimisation qui est pas juste genre ramasse du bois puis de la brique pour construire des buildings puis faire des échanges en Méditerranée, là. Ouais, puis lui il était pas juste beige. Mettons qu'il est pas mal coloré comme jeu aussi, hein. Il offre une belle présence. Ouais, vraiment, là, c'est comme, tu sais, c'est l'époque classique baroque. Il y a aussi un aspect que tu peux, tes plus belles robes, tu peux comme les envoyer sur le toit pour l'espèce de show de feu d'artifice, puis là, ça va comme multiplier leur valeur de points de ces robes-là, là. Puis tout ça est comme super bien illustré, là, sur le plateau puis sur les cartes, là, puis c'est une version de luxe, là, avec les ressources, c'est vraiment des espèces de bobines de film, de fil en 3D, puis des dés à coudre aussi, je pense. Ouais, ça c'est comme le marqueur de premier joueur, là, mais une des ressources c'est comme des espèces de trucs de crinoline, là. Les espèces de jupons là qui. Ok, ah ouais, qui mettent en. Qui en a 15 couches d'épais, là. Et pour le cou, là, pour le col, c'est ça? Non, ce qui va en dessous de la robe, là, qui fait l'espèce de forme de cloche, là. Ok. Tu vois à quel point je suis connaissant des robes en général.
Fait que c'est ça, c'était Rococo, édition de luxe de Matthias Kramer, Stephen Maltz et Louis Maltz, et publié par Eagle Gryphon Games. OK, fait que maintenant on arrive au moment tant attendu, le duel. Donc aujourd'hui on va parler de placement d'ouvriers avec des ouvriers particuliers. Des ouvriers spéciaux. Donc dans mon cas, je vais commencer par vous présenter le jeu Anachronie, qui est paru en 2017, designé par David Turcey et publié par Mindclash Games. Vous avez peut-être entendu parler de Anachronie dans l'épisode dans lequel l'épisode d'un board game presque parfait où j'ai discuté de Anachronie. Mais c'est ça, vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup, ben j'ai décidé de le mettre dans un duel aussi. Parce que il respecte aussi la thématique qu'on voulait présenter. Donc dans Anachronie, donc on est à une époque de la civilisation où on est capable de prévoir, de voyager dans le temps puis de prévoir un peu les événements qui vont se passer. Puis là, on sait que dans le futur prochainement, il va y avoir un cataclysme, un météore qui va s'effondrer sur la Terre. Puis il faut réussir à accumuler des ressources pour pouvoir évacuer la population et refonder une nouvelle humanité après ça. Évidemment, tout le monde veut faire l'évacuation à sa façon, qui est la meilleure façon, puis on peut pas tous travailler ensemble pour éviter le cataclysme. Ben non, on peut pas faire ça. Tu peux travailler ensemble pour annuler le cataclysme, mais juste dans une extension. Ça, c'est malheureux, mais on l'a pas dans le jeu de base. Mais ouais, c'est ça, parce qu'on peut pas travailler ensemble, fait qu'on va faire chacun à notre tête, en suivant une voie prédéterminée. Puis dans le fond, nous autres, chaque joueur a dans le fond une faction qui lui est attitrée, qui est une voie de l'évacuation. Donc en début de partie, on va avoir, c'est ça, notre faction qui nous est donnée, qui va nous donner un objectif de fin de partie particulier, qui est dans le fond notre action d'évacuation. Chaque joueur va aussi pouvoir choisir son leader. Le leader va fournir un bonus. Des fois, c'est une action bonus. Des fois, c'est que ça t'ouvre des possibilités supplémentaires pour faire des échanges ou il y a vraiment beaucoup de variété dans le fond dans les factions et les leaders. Puis après ça, on a notre plateau personnel aussi qui va avoir sa petite twist. Là, je parle de la variante dans le fond où c'est vraiment on met l'asymétrie à fond parce que tu as aussi le mode de départ dans le fond où il n'y a pas toute cette asymétrie là. Il y en a quand même une mais beaucoup moins développée, on a tout le même plateau personnel au départ. Puis nos objectifs sont un peu moins funky. Moi, j'ai jamais joué à cette version-là. Dans le fond, c'est ton objectif d'évacuation qui est pas pareil, puis c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Ben on a un leader, puis on a l'objectif d'évacuation qui varie toujours, tu sais. Mais notre plateau est pareil. Tu sais là, quand on joue avec le mode plus asymétrique, c'est que chaque plateau a comme un peu un petit truc particulier. Tu sais, comme j'en ai un parce que selon si on réussit si on crée des anomalies temporelles, ben dans le fond il y a des factions qui sont capables d'en tolérer plus. Il y a aussi au niveau des mecs à la fin de la partie, tu sais, je vais y revenir là, je fais un petit peu on voyage un peu dans le temps là. Mais faut le thématique. Mais à un moment donné, il faut activer des mecs, puis à un moment donné de la partie après le météore, ben on a accès à moins de mecs, ben dans le fond le coût que ça prend pour les activer va varier, ou bien il va t'en rester plus à la fin que d'autres. Ça va changer. Ou c'est aussi des points, des pistes de points pour certaines actions qui seront pas pareilles d'une faction à l'autre. Ça, c'est dans le mode vraiment plus asymétrique, là, qui fait vraiment que ta game est pas pareille d'une fois à l'autre si tu utilises ce mode-là, parce que d'une faction à l'autre, c'est différent. Là. Puis t'as des stratégies alternatives à adopter à chaque fois que tu joues avec une autre faction. Moi, je trouve ça pas mal cool parce que justement, t'as l'option de dire, OK, on est tout égal ou ben on est tout un peu différent. Puis ça fait des trucs cool parce que tu regardes l'autre joueur qui fait comme un truc, tu dis, voyons, comment ça tu peux faire ça? Ah ben, moi, mon board, il me permet de faire ça, là. Ah, ben mon board, il est mieux, il fait ça. Puis en tout cas. Revenons à nos moutons, parce que là, j'ai dérogé pas mal. Puis en fait, j'ai dérogé parce qu'on a comme avancé dans ma description du jeu. On va revenir en arrière à la base. Parce que le jeu tourne aussi autour d'une mécanique de voyage dans le temps. À certains moments, au début de chaque round, tu peux décider de t'emprunter à toi-même des ressources,
mais c'est des ressources que tu empruntes à toi dans le futur, qu'il va falloir que tu te rembourses. Fait que c'est une mécanique le fun parce que ça te permet dans le fond d'avoir des ressources plus tôt pour pouvoir construire certains bâtiments plus vite que ce que tu pourrais normalement, mais tu as quand même le devoir de te rembourser ces trucs-là dans le futur parce que sinon tu crées un paradoxe temporel. Puis ça, si on commence à en accumuler trop, on se ramasse qu'on brise un peu l'espace-temps puis on se ramasse avec des points négatifs. Il faut savoir gérer ça. Ouais, puis tant que tu l'as pas remboursé, tu t'en subis les conséquences. Exact. Puis c'est avantageux aussi de s'emprunter des trucs puis de se les rembourser parce que tu as une piste de points qui fait que plus tu te rembourses de fois, plus tu progresses sur cette piste-là, puis ça te fait des points en fin de partie. Fait que tu sais, t'es encouragé vraiment à faire cet emprunt-là, puis mais il faut que tu gères ton risque. Si tu le fais comme il faut, normalement, tu devrais pas trop casser l'espace-temps, mais en même temps, des fois, ça peut valoir la peine de faire 2-3 petits paradoxes pour finalement réussir à sauver l'humanité, tu sais. De toute façon, le passé, il est passé. Hein. Fait que s'il est cassé un peu, c'est pas trop grave. Une fois qu'on a décidé de s'emprunter de l'argent, de s'emprunter des ressources, on peut décider de powerer des mecs. C'est que la planète, ça donne qu'on n'a pas fait attention, on l'a un peu scrappé. Fait que pour aller à l'extérieur maintenant, il faut utiliser des mecs, des exomecs, des habits robotisés pour pouvoir aller faire certaines tâches à l'extérieur de notre ville. Puis dans ce cas-ci, dans le fond, c'est qu'on a un plateau commun où il y a des emplacements d'ouvriers. Puis pour pouvoir envoyer nos ouvriers là-bas, il faut mettre l'ouvrier dans un mec pour le mettre là. Il y a des emplacements qu'on va créer à mesure que la partie va avancer qui sont sur notre plateau personnel. Eux autres ne demandent pas de mec parce que là, on est dans la sécurité de notre petite ville, de notre enceinte, puis là, on n'a pas besoin d'être protégé pour aller là. Fait que faut décider justement combien de mecs est-ce que tu veux activer. Puis là, selon le nombre de mecs que tu vas avoir, ça va te coûter certaines ressources. Généralement, ça va être, c'est de l'énergie que tu peux faire plus tard en faisant d'autres actions. Puis tu as certains plateaux qui vont changer un peu ces règles-là. Une fois qu'on a choisi ça, là, on commence à jouer. On fait le placement d'ouvriers. C'est un jeu assez complexe, là, je vais vous le dire tout de suite, là, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à gérer, mais c'est le fun quand on réussit à faire nos moves qu'on prévoit à l'avance, là, malgré la complexité du jeu. C'est que là, les ouvriers vont avoir, c'est ça, des particularités. On va avoir des scientifiques, on va avoir des administrateurs, on va avoir des ingénieurs, puis on va avoir des génies. Chacun de ces ouvriers-là a vraiment une tâche pour laquelle il est meilleur. Puis que si tu réussis à envoyer le bon ouvrier faire la bonne tâche, peut être un avantage. Entre autres, les ingénieurs, il y a des emplacements pour aller chercher des ressources. Si tu envoies l'ingénieur aller chercher des ressources, quand il va revenir motivé. Ça, c'est important. Parce que nos ouvriers doivent être motivés pour aller travailler. Puis quand ils sont fatigués, il faut trouver une façon de les motiver. Soit on leur donne de l'eau, soit on leur donne la bonne tâche pour qu'ils reviennent motivés, soit on va comment on dit ça déjà, c'est les pousser. Les pousser, ouais, c'est ça, un peu leur botter les fesses pour qu'ils y aillent, là. Ça vient avec certains malus, mais ça coûte rien. Mais ça baisse ton moral. C'est ça. Puis le moral, comme une traque de points au final. Là. C'est ça. Fait que t'es encouragé à motiver tes ouvriers en leur donnant de l'eau, parce que ça te fait augmenter sur ta piste de morale, puis ça fait des points en fin de partie, ça aussi. Mais pour faire ça, ça te coûte un ouvrier. Versus les pousser, les pousser, c'est une action gratuite qui coûte rien à part des futurs points. Fait que des fois, ça vaut la peine de faire ça pour augmenter, pour avoir un tour plus long. Fait que c'est ça. Fait que les ingénieurs ont leur force, les scientifiques ont leur force, les administrateurs aussi. Puis les différentes actions qu'on peut faire, c'est ça. C'est aller miner des ressources. Fait que là, on va choisir 2 ressources qu'on peut ramener. On peut construire des bâtiments. Il y a un pool de bâtiments qui va être disponible. Puis on a comme 4 catégories de bâtiments. Sur notre plateau personnel, on peut faire jusqu'à 3 bâtiments de chaque catégorie. Fait qu'un total de 12. Puis t'as des bâtiments qui sont plus faits pour collecter de l'eau, il y en a un qui c'est plus pour collecter des ressources, il y en a qui c'est un peu des bonus qui vont améliorer tes autres actions, puis t'as ceux qui vont te permettre de voyager dans le temps pour te rembourser. Parce que pour te rembourser,
il faut que tu voyages dans le temps puis que tu payes la ressource en même temps. Fait que tu peux construire des bâtiments. Tu peux aussi recruter des nouveaux ouvriers pour te donner plus d'actions aussi. Puis là, dans le fond, selon ce que tu recrutes, tu peux recruter selon ce qui est disponible dans les ouvriers présents. Puis là, ben, tu les ramasses, ça fait un ouvrier motivé qui arrive chez vous puis qui peut être utilisé immédiatement pour faire une autre action. Tu peux aussi faire de la recherche. La recherche, c'est important si tu veux faire ce qu'on appelle des super projets. C'est que le jeu va se dérouler en 7 tours. Puis à chaque round, il va y avoir un super projet qui est disponible. Ce super projet-là va te coûter beaucoup de ressources puis de la recherche à construire, mais il va prendre aussi 2 emplacements de bâtiments, mais il va te donner un pouvoir qui est vraiment plus fort qu'un bâtiment normal. Sauf que c'est ça va te prendre des tokens de recherche. Puis les tokens de recherche, dans le fond, c'est t'as plusieurs combinaisons, là, t'as comme 4-5 symboles puis 3 formes. Puis chaque super projet a comme son prérequis. T'sais, ça se peut qu'ils te disent j'ai besoin que tu ailles le triangle avec un processeur dessus. Ou si tu l'as pas, ben ça va te prendre n'importe quel carré avec n'importe quel rond. Puis ça, c'est avec l'option recherche que tu vas aller chercher ces tokens-là. Puis t'as un petit contrôle sur ce que t'as, mais il y a un petit aléatoire aussi là-dessus parce que tu sais un peu, tu peux orienter ta recherche, mais tu sais jamais exactement sur qu'est-ce que tu vas trouver. Fait que t'as ce petit aspect-là. Finalement, t'as aussi un endroit un peu bouche-trou où est-ce que tu peux aller chercher de l'eau gratuitement. Puis t'as un endroit où tu peux convertir des ressources en une autre à différents coûts de conversion. Fait que c'est ça, on a aussi dans le fond, le nombre d'emplacements est assez limité, fait que ça se peut que rapidement on ait comblé tous les emplacements dans le fond de construction. Ben après ça, on a 2 emplacements qui sont un peu les emplacements passe-partout. Ou s'il y a une colonne d'action qui est complètement remplie, dans le fond, si tous les endroits de construction sont bouchés, tu peux aller là, puis là, ça te permet de copier l'action construite, puis ça te permet de refaire les actions pour lesquelles, dans le fond, tu n'aurais pas pu y aller parce que tous les emplacements sont pleins. Mais ça te coûte plus cher. Puis il y en a un de ces deux-là aussi qui va te permettre d'avoir de récolter le jeton de premier joueur, puis d'avoir le premier choix après ça, plus tard. Mais ça te coûte encore plus cher. Ça te coûte beaucoup d'eau. Il faut vraiment que tout le monde soit très hydraté. L'eau dans Anachronie, là, c'est très, très, très important. C'est limite plus important que le neutronium qui permet de voyager dans le temps. Là. S'il y a un conseil que j'ai à dire à un joueur débutant, c'est assure-toi d'avoir de l'eau. C'est bien important. Ouais, il y a certaines factions asymétriques pour qui c'est plus ou moins facile d'en avoir. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as des joueurs, dans le fond, ou qui vont te faire dépenser plus d'eau, tu sais, fait qu'il faut que tu réussisses à gérer ça assez rapidement parce que ton eau ça va te coûter de l'eau pour aller dans certains emplacements communs. Ça va te coûter de l'eau pour motiver tes bonhommes. Puis souvent, ça va te coûter de l'eau aussi pour construire tes bâtiments. Fait que tu sais, l'eau, elle sert à plein d'affaires. Fait que c'est super important d'avoir un bon engin qui te permet d'en générer en grande quantité partout. Fait que c'est ça, dans un round normal, quand c'est ton tour, tu vas placer un ouvrier. Tu peux faire aussi autant de nombre d'actions gratuites que tu veux. Les actions gratuites, ça va dépendre dans le fond de tes bâtiments que tu as construits, puis de ta faction. Fait que c'est pas tout le monde qui en a au début, mais tu sais, ça se peut que t'en aies pas aussi si t'as pas construit les bons bâtiments, mais c'est ça. Tu fais autant d'actions gratuites que tu veux, tu places un ouvrier. Là, après ça, c'est un autre joueur, même affaire, place un ouvrier, tout ça, puis on tourne comme ça, tous les joueurs vont placer un ouvrier à la fois, puis après ça, quand tout le monde a passé, on passe à l'âge d'après. Puis on progresse, c'est ça, la partie peut durer jusqu'à 7 tours. Mais, au milieu de partie, le météore tombe, ça fait que il y a un nouvel emplacement d'ouvrier qui se débloque, qui est l'action d'évacuation. L'action d'évacuation, c'est pas mal l'action qui te fait faire le plus de points dans la partie. Puis cette action-là, tu peux la faire seulement si tu respectes les conditions de ta faction. C'est là aussi que, étant donné que tu sais c'est quoi les prérequis de ton action d'évacuation, puis c'est quoi qui te donne des points bonus d'évacuation, faut qu'en début de partie, tu t'alignes pour réussir, dans le fond, à te construire un moteur, un engin qui t'amène à maximiser cette action-là. Parce que c'est vraiment ce qui te donne le plus de points dans la partie. Ouais, c'est ça. La grosse majorité de tes points va venir de là, je pense. Ouais, j'ai pas joué 50 fois, là, mais je vois pas comment tu peux gagner une game sans,
au moins en faire un peu, là. Ouais, c'est ça, tu sais, ça peut te faire, tu sais, une quinzaine de points, puis tu sais, les games, des fois, ils vont avoir 40 points, des fois, selon le nombre de joueurs aussi, ça va varier, mais c'est vraiment important. Je pense, le maximum que tu peux faire de points avec cette action-là, je pense, c'est 30, puis, tu sais, si tu fais 50 points dans une partie, ça a été une bonne partie. Ouais. Fait que c'est ça, c'est payant. C'est ça, c'est primordial, puis tu sais, c'est un truc aussi qui aligne déjà un peu ta stratégie, parce que au début de la partie, tu sais qu'il va te falloir, admettons, 8 d'eau, puis tu vas faire des points bonus si t'as une combinaison d'or puis de génie, admettons. Fait qu'il faut que tu t'alignes pour que quand l'évacuation se déclenche, quand au fond le météore arrive, tu puisses faire cette action-là rapidement puis avoir le plus de points possible. Cette action-là aussi a un petit aspect course, parce que le dernier joueur qui va faire l'action va perdre 3 points de son du pointage qu'il va avoir fait. Fait que, au lieu de faire son 15 points, il va en faire 12. Il y a moyen de mitiger ça si t'es capable de justement dire, bon, je le ferai pas tout de suite, mais je vais faire des montagnes de points, fait que le moins 3, il paraîtra pas trop. Mm-hmm. Mais c'est ou que pendant que tout le monde se garoche pour évacuer, ben toi tu vas ramasser les super projets puis les autres affaires que les joueurs ont dû délaisser pour se dépêcher à évacuer, là. Exact. Puis tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que à ce moment-là de la partie, en plus d'avoir, c'est ça, ce nouvel emplacement-là d'évacuation, les emplacements classiques vont changer. Ils vont devenir plus forts. Tous ces emplacements-là vont avoir comme une tuile qui vont être placées dessus, puis qui va rajouter un pouvoir bonus qui va apparaître quand tu vas faire cette action-là. Fait que ça rend ces actions-là vraiment plus fortes dans certains cas. Puis souvent, ça va aller en lien avec l'action. Tu sais, comme la construction, ça peut être, ben là, finalement, tu mets un ouvrier là, puis tu peux construire 2 fois. Ou tu vas faire de la recherche, puis là, ben, tu fais ta recherche, puis tout de suite après, tu peux construire un super projet. Fait que tu sais, ça fait des actions plus fortes, mais c'est des actions qui vont pouvoir juste être faites une fois. Puis ça ajoute une espèce de compteur au fin de la partie, parce que la partie peut durer jusqu'à 7 rounds. Mais si jamais on fait toutes les actions comme ça qui sont augmentées avant la fin. Si les gens sont trop efficaces, finalement, sont trop bons au jeu, le jeu finit plus vite. Ben, fait que c'est ça, c'est que vu que l'humanité est en train de s'effondrer, ben dans le fond, les bâtiments qu'on utilise, puis les ressources qu'on utilise, ben tout commence à s'effondrer, puis si on décide de trop les utiliser vite, ben c'est la fin de la partie, on n'a pas le choix, il faut évacuer parce qu'il y a plus rien, la capitale est en train de mourir. Fait qu'il faut évacuer. Fait que ça rajoute aussi un petit stress parce que justement la partie peut finir vraiment vite là, tu sais, ça peut finir en 5 tours comme ça peut finir en 7 là. Fait que, une question de timing aussi qu'il faut gérer pour essayer de s'en sortir correctement. C'est cool parce que c'est les joueurs qui décident si ça va être 5 ou 7, c'est pas comme le hasard ou c'est vraiment comme une décision, ben les résultats des décisions de tous les joueurs ensemble. Exact. Fait que c'est tu peux, tu sais, si tu veux que la game finisse vite, tu sais, tu peux t'arranger pour accélérer la vitesse de la partie en disant bon ben moi je vais envoyer des ouvriers là, puis je vais flipper toutes les tuiles bonus, puis comme ça les autres vont être pris au dépourvu. Mais il faut que tu aies prévu ton affaire puis tu aies assez de mecs pour y aller. Fait que tu sais c'est pas mal cool pour ça. Puis c'est ça, à la fin, tout le monde compte leurs points, les points reliés aux bâtiments qu'ils ont construits, aux super projets, les points de leur évacuation. Il y a aussi des petits points qui peuvent être collectés au fur et à mesure que la partie avance à cause de certains bâtiments qui te donnent des bonus de points, ou quand tu recrutes certains ouvriers, tu vas gagner des points. Puis c'est ça, à la fin on compte, puis on regarde qui a gagné. Fait que c'est ça, c'est un jeu, ça c'est, puis là ce que je vous décris en fait là, c'est la version c'est la Essential Edition, là. Dans le fond c'est la version au détail du jeu, parce qu'à l'origine c'était un Kickstarter qui combinait aussi plusieurs modules. Là maintenant les différents modules sont aussi disponibles au détail sous la forme d'extensions, là, il y en a plusieurs, puis il y a vraiment des modules un peu foufou, là, il y a un peu de tout, on peut modifier dans le fond quand est-ce va avoir lieu la fin du monde, on peut même réussir à la prévenir complètement, il y a un truc qui rajoute des ressources supplémentaires avec des actions supplémentaires, il y a vraiment un nouveau bâtiment, il y a une affaire que tu peux partir à l'aventure aussi, non?
Ouais, quand on voit des expéditions, tout ça, là, c'est... Il y a vraiment beaucoup de variétés, mais juste le jeu de base, quand même, c'est un bon... C'est beaucoup de stock, là. Ouais, c'est un bon morceau. Casse les dents, la première partie, pas mal, je pense. Puis après ça va. Puis c'est pas juste ça va, là, c'est que c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup le niveau de casse-tête, la préparation, c'est vraiment un bon jeu, puis c'est vraiment satisfaisant de réussir son effectuation comme il faut, là, c'est... Je manque de mots pour dire comment j'aime ce jeu-là. Je l'aime bien aussi. On y a rejoué il y a pas longtemps, puis ça faisait un petit bout qu'on y avait pas joué. Là, la dernière partie remontait un peu plus loin. Puis tu vois ce que j'ai dit pendant la partie, c'est genre, je pense que je me rappelais à peu près de toutes les actions, comment ça marche. Mais comme ce qui me manquait, c'était comme les petites subtilités de genre pourquoi je fais ces actions-là, puis qu'est-ce qui me rapporte des points au final. Là, outre l'évacuation, que ça c'est quand même assez évident, là, mais tu sais, t'as aussi comme des genres de courses ou d'objectifs, là, comme celui ou celle à la fin de la partie qui a le plus de ci ou de ça, là, il y en a 5 ou 6, fait que qui peuvent te rapporter des points, t'as comme tu disais, ta piste de voyage dans le temps, que plus tu te rembourses de dette, plus que la banque est contente, fait que plus tu fais de points. En fait, c'est le continuum espace-temps qui est content dans ce cas-ci. Ouais, c'est ça. C'est pas juste une mécanique de prêt puis d'intérêt, là. Qui est camouflé. Non, moi je vois ça. Non, pas du tout. OK, c'est bon. T'as aussi la piste de morale. En tout cas, bref, t'as tout plein d'affaires, genre que tout est indiqué sur ton board, tout ça, mais c'est facile de le manquer si tu le cherches pas, là. Ouais, non, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de... C'est dense comme plateau. Mais, faut leur donner ça, c'est dense, mais c'est quand même clair. Faut juste que tu saches qu'est-ce que tu cherches puis où chercher, là, mais comme... Puis c'est ça, c'est très complexe, mais en même temps, c'est une complexité qui vient de beaucoup d'affaires simples. Tu sais, tu t'enfargeras pas dans les règles et dans les exceptions, mais comme la complexité stratégique est vraiment immense. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est que tu t'enfarges pas non plus dans les règles parce que d'un, l'iconographie est claire, puis de deux, il y a pas grand chose qui rentre en contradiction avec autre chose. Tu sais, c'est assez direct. À part les paradoxes, hein? Ouais, à part les paradoxes. Mais Mais ça coule bien, tu sais, tout est bien placé, puis c'est facile de savoir, ok, ça coûte ça va me prendre ça, puis je peux aller le chercher avec ça. Moi je trouve que c'est vraiment très bien fait, puis le plateau il t'aide beaucoup, tu sais, il y a des dessins partout pour te rappeler que c'est telle règle, il y a une exception, admettons peut-être pour la recherche, il y a juste les scientifiques qui peuvent y aller. Ben en dessous de l'action scientifique de recherche, ben t'as un petit guide qui te dit ben tu peux pas mettre un ingénieur là, tu peux pas mettre un administrateur là. Fait que tu sais, toutes ces petites niaiseries là, le petit truc qui pourrait être un peu plus fiddly, ben il est écrit sur ton plateau, ça te le dit, tu peux pas faire ça. C'est super aidant. Vraiment. Puis une chance c'est là, parce que au risque de se répéter, il y a du stock. Ouais. Puis mais je vais parler encore en bien de lui, mais son manuel de règles aussi est vraiment très bien fait. Il t'amène vraiment pas à pas à travers les différentes étapes. C'est facile de se retrouver dedans. Puis, à la fin, il y a un glossaire. Je trouve ça génial. Wow. Puis, tous les bâtiments, en fait, est décrit dans le manuel. Tu sais, à la fin, t'as vraiment un index. Chaque bâtiment a comme un numéro. Puis tu peux aller voir à la fin, tu sais, si tu trouves que le symbole, tu comprends pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. Tu t'en vas à la fin, t'as 2-3 lignes qui te disent ce bâtiment-là, il fait ça. Puis, admettons, pour telle condition de victoire, ben il compte pour tant. Tout est là. C'est vraiment super clair, super simple à suivre. Quand t'as une question, tu la trouves. Ouais. Puis le jeu est disponible sur BGA aussi. La dernière fois qu'on a joué, c'est là-dessus d'ailleurs. Là-dessus aussi, là, tu peux comme tu sais, comme mettre ta souris, puis là, il y aura un petit pop-up qui va arriver qui va t'expliquer en mots ce que les icônes veulent dire, même les objectifs de fin de partie là on avait un mettons qui était avoir la plus grosse valeur de voyage dans le temps, parce que t'as comme des buildings qui te permettent de reculer de X époque.
Puis là, t'en as qui sont comme spéciales aussi, qu'il faut que tu dépenses des ressources ou que, tu sais, que ça va être variable. Mais là, sur l'objectif, ça disait carrément, ben, tel building, il compte comme 1. Fait que tu sais, t'as pas à te poser la question de genre, ah ouais, il compte-tu ou il compte pas, ou il faut que je dépense mes ressources pour ça compte. Non, regarde, c'est là. C'est clair. Puis l'implémentation BGA est vraiment bien faite, là. Fait que même si c'est un jeu qui est lourd, qui est complexe, tu sais, ça roule bien sur cette plateforme-là. Exact. Puis aussi, t'as un undo, ce qui est miraculeux dans certains cas. Ouais, c'est bien le fun à avoir, bien pratique. Ouais, non, c'est un must, là. Parce que des fois, c'est ça, justement, tu vas essayer de faire des tours un peu funky, où tu vas alterner action gratuite, ou placer ton bonhomme, ben placer un ouvrier, puis tu sais, faut pas que tu te mêles. Ben, en fait, le BGA, il te permet de te mêler, puis après ça, de recommencer si tu vois que t'as fait une erreur dans ton move. Fait que c'est vraiment cool. Je pense que on pourra jaser après ça des comparaisons avec Lancaster, là, parce que sinon je vais peut-être m'emporter un petit peu. On voudrait pas que ça dure trop longtemps. Qu'on soit obligé de remonter dans le temps pour couper tout ça. Ben non. Ça pourrait créer j'allais dire un anachronisme, mais non. Un anachronisme, c'est quelque chose qui est pas à son qui est pas dans la bonne époque, qui est pas dans le temps. C'est comme c'est comme s'il y avait comme s'il y avait un mec, genre gros robot, dans le comté de Lancaster au 13e siècle, mettons. Exactement. Ça aurait pas rapport. Ça marcherait pas dans le temps. Ça fit pas. Non. Parce que dans ce temps-là, on avait des chevaliers puis des écuyers. Ouais. Puis des nobles à convaincre. Oui. Si vous avez pas compris, ben là, on est rendu à parler de Lancaster. Qui a été designé par Matthias Kramer et publié par Queen Games en 2011. Fait que c'est un vieux euro classique, puis comme les bons euros de cette époque-là, il y a vraiment beaucoup d'interactions, puis tu peux chienner tes amis. Puis il y a beaucoup de beige. Il y a beaucoup de trucs beige aussi. Ouais, le jeu est pas super beau, là, mais mais il est bon. Il serait peut-être dû pour une édition de luxe de Eagle Griffin Games ou de Mind Clash, lui aussi. Là. Faut que Mind Clash font pas rendre réédition, là. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'esthétique, c'est les mécaniques. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers, puis on a des ouvriers spéciaux. Dans ce cas-ci, c'est que nos ouvriers, c'est des chevaliers, puis ils vont avoir une valeur. Ils peuvent être 1, 2, 3 ou 4. Puis les emplacements sur lesquels on va les placer vont demander une valeur minimum pour être placé là. Fait que mon 4, je peux le placer n'importe où. Mais il y a certains emplacements qui sont réservés exclusivement pour les 4. Puis il y en a d'autres que ça prend 3 ou moins, 3 ou plus, puis d'autres 2 ou plus, puis c'est ça. Puis il y en a que tout le monde peut aller tout le temps. Puis c'est pas un jeu de placement d'ouvrier classique où je vais placer l'ouvrier puis je vais faire l'action immédiatement. Non. Tu vas placer ton ouvrier, il va rester là. Jusqu'à temps que quelqu'un va te le bumper. C'est ça, Vincent peut arriver après, puis lui, mettons moi j'ai placé un 2, ben lui il va arriver avec un 2, puis il va mettre 2 écuyers avec. Fait que là ça va tasser mon 2 qui est là, parce que 2 plus 2 ça fait 4, puis 4 c'est plus grand que 2. Fait qu'il me tasse. Fait que moi je reprends mon 2, puis je vais pouvoir le replacer dans un tour futur. Là il peut avoir un troisième joueur à côté qui lui aussi veut cet emplacement-là. Fait que là, il voit que Vincent il a mis son 2 avec 2 écuyers, ben il pourrait mettre son 4 avec un écuyer. Fait que là, Vincent se fait bumper aussi, fait qu'il va reprendre son 2, mais les écuyers qu'il avait mis là, eux, il les reprend pas. Ils sont perdus, ils retournent à la réserve. Fait qu'on comprend que les écuyers, c'est comme une espèce de ressource qu'on peut utiliser pour améliorer nos chances d'avoir des emplacements, mais il faut les utiliser à bon escient parce que quand on se fait bumper, on les perd. Fait que c'est oui, je peux en mettre beaucoup pour être sûr d'avoir la place, mais si quelqu'un en met encore plus, ben là, je suis comme mal pris. C'est ça, puis si à un moment donné, tu te ramasses dans une situation où ben t'as plus d'écuyer, mais que tous les endroits sont pleins, puis tu peux plus bumper personne, et il te reste quelques options, mais c'est un peu... c'est moins optimal, mettons. Ouais.
Mais comme tu dis, il y a des options. Il va toujours avoir des options ouvertes parce qu'on a aussi une espèce de plateau personnel qui a des emplacements pour les ouvriers, puis qu'eux autres, ces emplacements-là, tu peux y aller avec un 2, un 3 ou un 4, y a pas de problème. Puis les autres joueurs peuvent pas venir dans ton château. Fait que mais c'est ça. Ils vont donner des plus comme des prix de consolation qui sont moins le fun que les récompenses que tu peux obtenir avec les emplacements sur le plateau principal, mettons. Et justement, ces récompenses-là, ça va être quoi? Ça va être mais en fait, à chaque emplacement, on a tout le temps le choix entre prendre une tuile de noble qui va être placée là en début de partie. Puis chaque emplacement va avoir comme son noble différent, si on veut. Puis ces nobles-là, on peut pas comme en prendre deux de la même sorte. Là. Fait que si j'ai déjà pris le noble de cet emplacement-là, ben je vais pas aller le reprendre. Puis plus t'en as pendant la partie, plus tu vas accumuler une ressource qui va être les votes. Là. Je vais revenir un peu plus tard à quoi ça sert ces votes-là. Et en fin de partie, plus j'en ai de différents, plus je vais faire de points. Fait que c'est vraiment bon d'aller chercher les nobles. Mais souvent, tu veux aussi faire l'action de l'emplacement qui va te permettre de aller te chercher un ouvrier de plus ou d'upgrader un ouvrier que tu as déjà en un niveau plus haut ou de d'améliorer ton château. Ouais, ton plateau personnel, dans le fond, tu peux l'améliorer pour que les emplacements qui donnent que tu peux aller soient comme toujours actifs à la fin de chaque ronde que t'aies mis un employé là ou pas. Puis en plus, en fin de partie, t'as un bonus pour la personne qui a le plus amélioré son château. Fait que ça aussi, c'est vraiment bon. T'as aussi un aspect il y a un conflit avec la France, parce que à cette époque-là, la France puis l'Angleterre étaient comme tout le temps en guerre. Fait que tu peux envoyer tes chevaliers à la bataille contre la France, puis là, les premiers qui y vont gagner dans un round, vont gagner des bonus qui vont peut être des ressources supplémentaires, ça peut être de l'argent, ça peut être des écuyers, ça peut être d'upgrader un de tes chevaliers. Fait que c'est des bonus qui sont vraiment hot. Mais par contre, les conflits contre la France, il y en a qui sont faciles, puis il y en a qui sont plus difficiles. Fait que tu pourras pas les gagner tout seul, les plus difficiles. Il va falloir que les autres joueurs viennent t'aider. Des fois, ils ont intérêt à pas venir t'aider parce que tes chevaliers peuvent être pris en otage si tu perds le conflit. Dans le fond, il va rester là au round suivant, puis si tu repères une autre fois, ben là, il va falloir que tu payes pour le récupérer. Ouais, sinon, il va retourner dans ta réserve. C'est ça, puis tu sais, si tu gagnes pas la première fois, ben c'est ça, tes ouvriers sont encore là au tour d'après. Fait que c'est des ouvriers que tu perds temporairement dès que tu les envoies et que tu gagnes pas. Fait que c'est risqué, mettons. Mais ouais, c'est vraiment payant. Faut quasiment que tu fasses de la collusion avec les autres joueurs pour t'assurer qu'ils vont y aller, mais en même temps, ils sont pas obligés de tenir leur parole. Puis deux, tu sais, les premiers qui y vont avoir des meilleurs bonus immédiats. Mais par contre, le dernier qui arrive dans le conflit, c'est dans le fond, les conflits, si t'es gagnes, ils valent un certain nombre de points, puis plus de points aux gagnants que, dans le fond, à celui qui a mis le plus de valeur de chevalier, là. Mais en cas d'égalité, c'est le dernier qui est arrivé qui gagne le plus de points. C'est comme les autres, ils sont battus vaillamment, puis là, ils sont en train de perdre, puis là, toi, t'arrives avec tes deux gars, puis tu fais gagner le combat, mais t'as rien fait, là. Mais t'as quand même le plus de points, ouais. C'est ça. Fait que les autres, ils ont l'incitatif à te laisser poireauter puis à perdre des ouvriers, mais ils ont aussi un incitatif à venir puis à donner des points. Fait que tu sais, c'est donnant-donnant. Puis tu sais, il y a aussi une stratégie à pas gagner le conflit tout de suite. Parce que ça fait que le conflit va être scoré 2 fois. Parce que même si tu perds, tu fais des points pareils, mais t'en fais juste un petit peu moins. Fait que t'as un peu ce risque-là à gérer, tu sais. Voir est-ce que les gens veulent faire beaucoup de points avec moi, ou ben ils veulent me faire perdre mes ouvriers. C'est ça. Fait que c'est ça, on a déjà des emplacements qui sont contestés, puis on peut se bumper, on a les conflits qu'on doit interagir avec les autres joueurs pour essayer de les gagner, puis tout ça. Fait que beaucoup d'interactions comme c'est là,
Mais en plus, à la fin du round, il y a une autre phase qui est comme la phase de parlement dans laquelle on va voter des lois. Il y a toujours 3 lois qui sont actives, puis à chaque round, il y en a comme 3 nouvelles qui pourraient potentiellement venir les remplacer. Puis pour chacune de ces 3 nouvelles lois-là, on va voter si on est en faveur ou pour ou contre cette loi-là. Puis c'est la majorité qui l'emporte. Puis là, si on est en faveur, ben la dernière loi la première loi qui était entrée en vigueur va se tasser, puis là, tout va se décaler. Fait que potentiellement, à chaque ronde, on pourrait complètement changer les 3 lois ou en changer aucune ou n'importe quoi quelque part entre les deux. Puis ces lois-là, dans le fond, ça va être des façons de scorer des points. Donc on va pouvoir échanger des écuyers ou de l'argent pour des points, ou gagner des points si c'est nous qui a le plus d'argent, ou gagner des points si on a tous nos chevaliers niveau 1 disponibles. T'as aussi des améliorations qui peuvent être en jeu. Si tu contrôles 2 territoires, admettons, tu peux améliorer un de tes chevaliers. Il y a il y a beaucoup de variétés de lois. C'est ça. Puis comme de savoir, c'est tough de voir des fois à qui ça profite le plus, ou tu sais, il y a des affaires que c'est facile, mais tu sais, comme toutes les ressources sont cachées derrière des paravents, fait que des fois tu penses que c'est toi qui as le plus d'argent, fait que tu t'arranges pour que cette loi-là passe, puis finalement tu te rends compte que ton voisin il en avait juste une pièce de plus que toi, puis t'as voté pour y faire des points dans le fond. Puis ces votes-là, dans le fond, par défaut, tout le monde a comme un vote, mais tu peux dépenser des cubes de votes que tu as accumulés en étant allé chercher les nobles dont je parlais plus tôt. Fait que c'est comme une autre ressource à gérer, puis un autre game un peu plus méta de genre, ok, cette loi-là, elle m'aide un peu, mais elle aide beaucoup plus Vincent, fait que là, faut que je convainque l'autre à côté de voter contre avec moi, puis tu sais, en contrepartie, je vais peut-être être obligé de voter pour une loi qui m'aide pas, mais qui aidait cette autre personne-là, juste pour comme... Pour pas que la personne en tête garde trop la tête. Hein. C'est ça, fait que t'as comme tout cet aspect de négociation, de collusion, puis puis tu sais, t'as beau dire, ah oui, je vais voter pour, oui, je vais mettre mes cubes, mais tu sais, au moment de faire le vote, c'est comme secrètement tout le monde choisit combien de cubes qu'il va mettre, puis si on vote pour ou contre, puis là t'as comme le petit moment dramatique où ce que tout le monde révèle son vote pis ses cubes, pis là t'es comme non, voir que t'as tout mis ça pour ça, puis tu sais comme l'autre loi après elle va être bien plus importante. Pis... Fait que ouais, c'est ça, fait que t'as ce petit aspect politique là qui rajoute une twist intéressante parce que c'est l'ordre dans lequel ils vont passer, c'est important. Puis les lois qui vont être potentiellement bumpées aussi, c'est très important parce que si les lois changent pas, celles qui étaient là autour d'avant, ils sont toujours en effet, puis on fait les points de ces lois-là. Fait que faut que tu gages les vieilles lois puis les nouvelles pour essayer de t'en sortir le mieux possible. Mais tu sais, il y a vu que c'est du vote puis ça dépend de c'est qui puis que pas tout le monde a le même poids décisionnel à cause des cubes, ben ça fait un peu de chaos pis c'est drôle. Ouais, vraiment, puis ça va changer que tu joues à 3, 4 ou 5 joueurs aussi. Parce qu'à 3, c'est plus facile de gager qu'est-ce que le monde veut ou pas. À 5, tu sais, c'est... Puis en plus, le board change pas non plus, fait qu'il est beaucoup plus crowded, il y a plus de bumpage, il y a plus de... tu sais, les conflits vont évoluer un peu plus aussi, fait que tu sais, ça change d'expérience, mais je trouve que le jeu il est quand même très cool, autant à 3 qu'à 4 qu'à 5. Là. Il vient aussi avec une variante 2 joueurs que j'ai pas essayé. Où ce que là, on a comme chacun une espèce de vassal, si on veut, des pièces d'une autre couleur qu'on peut utiliser, mais comme juste pour bloquer les emplacements sans accumuler de ressources ou faire ces actions-là. Là. Apparemment que c'est bon, mais tu sais, je l'ai pas essayé là. Il y a pas de mode solo parce que c'était pas en mode en 2011. C'était pas essentiel encore. Ouais, non. De toute façon, c'est un jeu qui est tellement dicté par l'interaction entre les joueurs que je pense que ça serait dur de répliquer avec un mode solo. Là. Ouais, parce que c'est vraiment un truc, c'est un aspect important du jeu, tu sais, de se bumper, de collaborer ou d'aller voler la victoire dans les combats.
L'aspect vote aussi, tu sais, c'est beaucoup de dimensions où tu peux pas vraiment faire ça tout seul, ou en tout cas ça altérerait beaucoup l'expérience de jeu. Tu sais, c'est pour un placement d'ouvrier, j'y ai hautement interactif là. Tu fais pas juste te bloquer là, tu vas te tirer dessus à boulet rouge là, tu peux scraper les plans des autres là, quand même. Ouais, vraiment. Fait que, bref, c'est mon genre de jeu. Moi, je pense que ça fait le tour. Fait que si on veut tomber dans les comparaisons, je pense que le niveau d'interaction, c'est là que ça va clasher le plus, là. Ouais. Dans l'Anachronie, il y en a pas tant que ça. Tu sais, oui, t'as de la compétition pour les emplacements, mais en même temps, t'as comme tellement d'emplacements qui te permettent de copier les emplacements qui ont déjà été utilisés, puis tu peux aussi jouer sur ton plateau personnel, que, tu sais, il y a de la friction, là, mais c'est plus solitaire en multijoueur, là. Oui. Non, clairement, c'est ça tu sais, tes actions vont pas souvent affecter les autres joueurs, à part pour ce qui est des emplacements. Peut-être que, tu sais, il y a deux personnes qui veulent acheter le même bâtiment, puis là, ben, c'est un peu juste une course à savoir qui va aller l'acheter. Mais sinon, tu fais tes affaires, puis t'optimises ton puzzle à toi, sans que les autres interviennent trop. Tu sais, il y a pas d'interaction directe. Surtout quand tu joues en mode asymétrique, où ce que là, c'est pas tout le monde qui fait la même affaire aussi bien, puis qui a les mêmes objectifs d'évacuation, fait que tu seras pas nécessairement en compétition pour les mêmes affaires, en plus. C'est ça, puis tu sais, il y a quand même les ressources, tu sais, il y a certaines ressources, tu sais, qui ont des utilités qui se ressemblent, mais t'as quand même une bonne distinction, tu sais. Ton neutronium, tu sais, tu vas l'utiliser pour voyager dans le temps, mais tu sais, si toi t'as décidé que ton engin n'utilisait pas de voyage dans le temps, ben ça se peut que t'ailles pas en chercher de neutronium là, de ta partie. Tu sais, t'as des ressources plus communes, c'est comme je pense que c'est le métal, là, en tout cas, mais tu sais que lui, ok, un peu tout le monde en a besoin, puis un peu tous les bâtiments en ont besoin. Mais tu sais, sinon, tu sais, ça se peut que tu cherches pas toute la même chose que quelqu'un d'autre, fait que tu te déranges pas, tu te nuis pas, là. C'est comme la dernière partie qu'on a faite. Fait que moi, j'avais besoin de faire de la recherche. Tout l'a pas fait, là, à peu près pas, là. Non, c'est ça. Fait qu'on se pilait pas trop dessus, tu sais. Mais toi, en plus, t'avais comme un personnage qui faisait des actions de recherche gratuites, fait que t'avais encore plus intérêt à y aller, parce que t'en faisais plus, puis le plus t'en fais, plus tu peux faire des points que ça, puis... Ouais, puis là, je cherchais à avoir les super projets, fait que là, je pouvais faire les actions de recherche sur le plateau principal, mais aussi à la fin du round, j'en avais une de plus, fait que tu sais, j'ai vraiment poussé ça, alors que, tu sais, il y a d'autres... Moi, je me buildais de l'eau, puis tu sais, je maximais mon moral, puis tu sais, l'eau me permettait de power up mes mecs, fait que j'avais pas besoin de cette ressource-là non plus, fait que tu sais, c'était... On jouait pas la même game quasiment. Hein. Non, c'est ça. Fait qu'on voit que c'est ça, l'interaction ici est moins c'est pas le but du jeu, c'est pas l'interaction qu'on va rechercher dans l'Anachronie. Non, tandis que dans Lancaster aussi là, tu peux utiliser des stratégies différentes là, tu peux te focuser sur les nobs puis essayer de faire un max de points que ça, tu peux focuser sur l'armée puis essayer d'aller chercher des points avec les conflits, puis t'as aussi un bonus pour celui qui a le plus de valeur d'ouvrier total à la fin de la partie. T'as le bonus pour le château, fait que tu peux essayer de focuser sur l'amélioration de ton château. Fait que, tu sais, oui, tu vas peut-être avoir des stratégies différentes, mais tu vas quand même te bumper, puis te rentrer dedans, puis t'ostiner pour les lois, là. Ouais, parce que, tu sais, comme tu disais, sur le plateau principal, sur le plateau commun dans Lancaster, au début du jeu, tout le monde a un chevalier qui vaut 1, puis un chevalier qui vaut 2. Mais il y a 5 spots sur le plateau principal auquel tu peux avoir accès au début de la game. Fait que tu sais, il y a 5 endroits, fait que dès que t'es à 3 joueurs, ça veut dire que t'as quelqu'un qui peut pas y aller. Ou qui est obligé d'aller en si t'es à 5 joueurs, t'en as potentiellement rien qu'un, puis peut-être 0 qui vont être disponibles. Dépendamment de comment le monde utilise leurs écuyers puis se bump, là. Fait que tu sais, ça joue rough, là. Ça joue du coude, là. Puis la dernière game que j'ai joué là, j'ai vu c'était assez impressionnant là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait aller à une place là, puis il a mis son cap, puis il a mis comme une poignée d'écuyers pour dire juste tassez-moi, hein. Essayez juste, tu sais, vous pouvez pas là. Fait que tu sais
Puis est-ce que cette personne-là s'est fait tasser, finalement? Non, tout le monde, c'était ridicule, là. Mais ça valait la peine, là. C'était comme le dernier tour. C'était un emplacement qui fait juste donne 6 points. Mm-hmm. Puis à la fin de la game comme ça, tu sais, en fait, ça l'a vraiment aidé. En fait, ça a fait que ça a décidé de s'il était comme le dernier ou deuxième. OK. Parce que c'est des games aussi qui sont assez serrés. Justement, parce que on se pile un peu dessus, tu sais, il y a pas des tonnes de façons de faire des points. Fait qu'en tout cas, moi, toutes les games de Lancaster que j'ai joué, tu sais, c'était quand même assez serré en termes de points. Ouais, c'est pas nécessairement des gros scores non plus. Sinon, c'est sûr que niveau matériel puis visuel, là, j'ai pas vraiment le choix de donner le point à Anachronie, là. C'est vraiment comme, surtout avec l'extension avec les figurines de mecs que physiquement tu places ton ouvrier dans la figurine avant de le mettre sur le board, là. C'est sûr, c'est du gros luxe, là, mais tu sais, ça look plus que le board beige de Lancaster, mettons. Ouais, non, c'est ça. Mais par contre, ouais, Anachronie est définitivement plus beau, là. Tu sais, il y a eu beaucoup de temps, je pense, qui a été mis sur le design du jeu, mais dans les deux cas, pour les deux jeux, l'iconographie est super bien réussie. Tu sais, tu te casses pas trop la tête, là, c'est clair, c'est quoi que ça veut dire, c'est quoi que ça fait. Puis c'est facile de se retrouver. Tu sais, il y a peut-être tu sais, certaines lois que des fois on allait vérifier qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'était le vrai facteur qu'on vérifiait, c'était est-ce qu'on peut le faire plus qu'une fois? Puis finalement la réponse c'est tout le temps c'est oui. Tu le fais autant de fois que tu veux, tu sais, comme t'en as une, c'est tu contrôles deux emplacements sur le plateau commun, tu fais ça. Donc, si t'en contrôles 4, tu le fais 2 fois. Puis c'est comme ça pour tout. Je pense que sinon c'est ça, c'est assez clair. Tu parlais d'aller vérifier dans la ligne de règles, par exemple. Faut faire attention avec Lancaster parce que en tout cas l'édition que j'ai, moi le livre, c'est comme une édition multilingue là, puis les règles en français là, c'est pourri là, c'est comme il y a une affaire qui refresh à toutes les rondes. Mais ils ont traduit ça par ça va être disponible au lieu d'être une fois par ronde, c'est genre une fois par partie. Puis ça change quand même pas mal la game. C'est ça, puis ça changeait énormément, là, c'est en sachant qu'il va y avoir 7 rondes, là. Qu'il soit là 7 ou 5, non, 5 rondes, mais en tout cas, qu'il va être là 5 fois plutôt que une. Ça fait une Jésus-Christ différente. Fait que, pas une bonne note pour le livret de règles en français de Lancaster, là. Celui-là en anglais était mieux, mais même à ça, il y a des trucs que j'aurais pas ordonné comme ça, puis peut-être que ça fait plus de sens en allemand, là, mais en tout cas. Puis c'est dommage parce qu'au final le jeu il est vraiment pas compliqué là, puis si quelqu'un te l'explique, c'est super simple à comprendre là, mais c'est ça la première game a été un peu plus difficile qu'elle aurait pu juste à cause de ce mauvais livret là. Donc ouais, non, c'était assez comique en fait parce que je me rappelle la première partie qu'on a faite, c'est ça, il y a beaucoup de règles qu'on n'a pas joué comme il faut. Puis Sam il m'a réécrit après puis il a dit j'ai checké les règles comme faut en anglais. Finalement il y a ça qu'on faisait de pas correct puis ça, puis à la fin j'étais comme ouais, on n'a pas joué au bon jeu. Ouais, c'est ça. C'était bon pareil, c'est ça le ouais. Parce que le core de comme de se bumper, de voter les lois, il était là quand même, fait que tu sais ça au final on a eu une expérience un peu différente, mais tu sais c'était quand même très bon, puis mais je pense qu'il était quand même mieux avec les règles correctes, là. Ouais, je ferais peut-être un hybride, moi. Tu sais, je trouvais que, on n'a pas besoin d'en parler là, mais il y avait des trucs que je trouvais bien et qu'on a mal joué puis que ça, peut-être faire un livret, proposer un mode pour le jeu. Ouais, un house rule. Ouais. Je suis pas un grand fan de ça. Mais ça sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Ouais. Sinon, si on revient au thème, c'est la spécialisation d'ouvriers. Ils sont pas spécialisés pareil. Je pense qu'en théorie, j'aime mieux le concept d'Anachronie, mais en pratique, je trouve que celui de Lancaster est mieux exécuté puis plus conséquent. Ouais, c'est plus simple à manœuvrer dans Lancaster, tu sais, c'est que tes ouvriers, ils valent 1, 2, 3 ou 4, puis tu sais, cette valeur-là, c'est
C'est un peu la restriction de placement sur le plateau principal, puis c'est sa force Pour dans les bumper les combos. autres. C'est ça. Ouais, dans le bumpage puis dans les combos. Fait que tu sais, ça marche super bien. Tandis que dans l'Anachronie, tu sais, c'est cool d'avoir des ouvriers d'une autre sorte, mais tu sais, le fait qu'il y ait les génies qui fait tout, puis qu'au final, tu sais, c'est pour la plupart des actions, c'est pas une si grosse différence que ça. Tu sais, y en a que ça te prend absolument ça, là. Puis là, tu sais, oui, ça te le prend. Mais tu sais, en tout cas, les games que j'ai joués, t'as comme tellement d'employés que je me sens jamais genre ah merde, j'aurais vraiment besoin d'un ingénieur de plus, mais j'en ai pas, tu sais. Ah ouais, mais ça va dépendre des factions aussi, puis des ressources de départ, tu sais. Il y a une faction, tu sais, que je me rappelle, je pense qu'elle commence puis elle a pas d'administrateur, ou elle en a juste un puis il est endormi. Puis tu sais, l'administrateur, il y a certains bâtiments, tu sais, que ça te dit faut que tu mettes un administrateur dessus. Ouais, mais au pire, tu vas pas chercher ce bâtiment-là, tu sais. Ouais, mais admettons, tu sais, t'en as qui donnent 5 d'eau. Puis ça te prend juste un administrateur. Tu sais, ça, c'est un bâtiment que, tu sais, je le vois, là, j'ai le goût de le prendre tout de suite parce que c'est pas cher pis c'est beaucoup d'eau. Mais t'en as qui donnent 5 doses straight up pis que t'as pas de restriction, non? Je pense qu'il va avoir une restriction, tu sais, j'ai pas. Ah, peut-être. Ou peut-être que j'avais juste comme tellement de génie que j'ai jamais eu ce problème-là. Questionnement-là. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, toi, t'avais ouais, c'était ma condition d'évacuation, c'est d'avoir des génies plus de l'or, je pense. Fait que, tu sais, aussitôt qu'il y avait un génie disponible, j'essayais d'aller le chercher en premier. Là. Ouais. Moi, à côté, tu sais, c'est ça, je prenais des administrateurs parce que quand tu prends un administrateur, ça te donne un point. Fait que, puis j'avais mon bâtiment qui donnait de l'eau aussi. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça cool parce que, tu sais, oui, souvent, tu peux prendre un autre ouvrier pour faire la même action, mais elle va être un peu moins forte. Fait que, tu sais, ça fait un peu partie de ton optimisation. Si tu veux vraiment, tu sais, bien scorer, faire tout ce que tu veux puis avoir le maximum de profit, il faut que tu réussisses à avoir accès aux bons ouvriers. Je trouve que ça ajoute c'est un peu de la complexité dans le puzzle. Puis je pense que faut que tu réussisses à maîtriser bien ça pour pouvoir vraiment faire le plus de points que tu peux. C'est l'ingénieur, là, tu sais, il est critique, là, tu sais, sauver un cube gris, tu sais, ça peut être pas mal utile pour t'aider à construire à répétition. T'sais. Ouais, non, c'est sûr. Mais, je sais pas, j'ai pas l'impression que, c'est pas aussi tight que dans Lancaster que c'est vraiment tough d'aller chercher ton cap pis que, tu sais, c'est, non. faut que tu travailles fort pis tout ça. Tandis que l'autre, c'est comme, ah, ben oui, il y a tout le temps comme 3 employés disponibles, 3 ou 4 pis tu sais, oui, il va y avoir des tours que tel type sera pas là, mais comme, c'est plus rare, là, tu sais, c'est moins une grosse pression que dans Lancaster, je trouve. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, dans Anachronie, tu sais, selon ta stratégie, selon ce que tu vas chercher, tu sais, à un moment donné, tes ouvriers deviennent pas trop limitants, mais que dans Lancaster, c'est tout le temps limitant, là, Tu peux reprendre, ça peut décider de ta game, là, si t'es pas capable d'aller chercher ton 3, là. Fait que, tu sais, oui, c'est juste des chiffres, mais je trouve qu'ils sont plus spéciaux. Oh. Finalement, moi, je ferais peut-être un petit point sur le prix des jeux. T'sais, d'habitude, c'est pas quelque chose qu'on parle. Mais je pense que dans ce cas-ci, en plus, ça m'avantage mon jeu, fait que je vais l'amener, là, mais Anachronie est quand même dispendieux versus Lancaster. Je sais pas s'il est encore disponible en magasin, mais en tout cas, si vous l'achetez dans l'usager, vous le voyez passer, ça devrait pas vous coûter trop cher, là. Ouais, non, c'est Le sûr. Le matériel est moins beau, mais en tout cas, il est plus bon marché aussi, là. Par contre, je vais glisser un mot parce que dans ma copie d'Anachronie, il manquait des morceaux. Puis j'ai écrit au service client chez Mindclash, puis ils ont été vraiment ultra géniaux. Le service a été ultra rapide. J'avais des cartes en trop, puis j'avais des cartes qui manquaient. Puis en fait,
moi, en checkant mes composantes, j'avais mal fait le calcul, puis là, à un moment donné, il a fallu que je réécrive, puis je dis, finalement, je me suis trompé, il me manquait ça aussi. Le gars m'a dit, je l'avais déjà vu, tout était déjà prêt, genre, il y avait tout, Nice. tout géré ça. Sur les photos que tu as envoyées, dans le fond, il avait remarqué qu'il manquait d'autres choses, genre. Ben, c'est ça, puis ils ont corrigé direct, fait que, ils ont envoyé juste une fois, puis tout était là. Fait que, c'est ça, c'était vraiment super service à la clientèle, là. Nice. C'est toujours plus le fun de rapporter ça que l'inverse. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, j'avais déjà le jeu, tu sais, les autres, ils gagnaient rien à juste être fin puis à m'envoyer mes composantes de remplacement. Là. Donc, en tout cas, je tenais à noter qu'ils ont vraiment eu un bon service. J'ai vraiment eu un bon service. Puis ouais, je pense que ça fait un peu le tour. Ben attends, on parlait aussi de dépenses. C'est que tu sais, dans le cas d'Anachronie aussi, tu sais, il y a une extension esthétique, là, c'est parce qu'au départ, tu peux acheter le jeu, puis c'est juste les mecs, en fait, c'est comme une tuile de carton d'une couleur, puis sur lequel tu mets le bonhomme. C'est vraiment moins hot qu'avec les mecs, là. Je sais qu'on vient de faire un épisode, au dernier épisode, qu'on disait, genre, les Kickstarter, méga produits, ça vaut pas tant la peine, attendez, puis prenez les versions retail, là, mais dans ce cas-ci, c'est peut-être l'exception à la règle. Ouais. Mais là, moi, j'ai la version retail, par contre. Mais avec l'extension des mecs. L'extension bling, là. Ouais, vraiment, là, elle sert juste à ça, là. T'as une boîte avec les mecs pour pouvoir mettre ton ouvrier dedans. Mais aussi, c'est que tu vois mieux, tu sais, parce que quand tu mets ton mec, t'as un hexagone d'une couleur, mais là, tu mets ton ouvrier par-dessus. Fait que là, tu vois comme moins la couleur de l'hexagone. Ouais. Les mecs qui ont des formes différentes puis ils ont un socle d'une couleur différente, fait que tu le vois mieux aussi, là. Mais bon, ça c'est pas essentiel, ouais. mais c'est le fun en maudit. Ouais, c'est le fun en maudit. Bon. Moi je suis influençable de même. Fait que ouais, je pense qu'avec ça on a pas mal fait le tour. Alors vous autres, c'est quoi votre opinion? Est-ce que vous aimez mieux les ouvriers spécialisés dans Anachronie, où les ingénieurs, scientifiques, administrateurs et génies vont vous mener vers la victoire? Ouais, êtes-vous plus fan de chevaliers qui ont différents niveaux de force? Ouais. C'est moins vendeur un peu, mais qui vont vous permettre de bumper les autres puis d'interagir avec vos amis plutôt que de faire vos petites affaires dans votre coin avec Lancaster. Sinon, peut-être que vous avez d'autres jeux préférés qui ont des ouvriers spéciaux. Vous pouvez nous envoyer ça aussi. Faites ça par courriel, boardgameduel@gmail.com, sur Facebook, sur Instagram, sur notre Discord. On aime toujours ça, jaser des épisodes, jaser de jeux avec vous autres. Fait que n'hésitez pas, que ce soit pour cet épisode-là ou pour un plus vieux épisode que vous avez écouté récemment. Moi, je suis toujours prêt à relancer le débat puis à dire #TeamSam. Sinon, c'est ça, on aimerait vous remercier vous pour votre écoute, ainsi que nos Patreons et Chrysalis pour notre chanson thème. Puis en terminant, on l'a pas mentionné encore, mais Estrijou, ça s'en vient super bientôt. Allez vous inscrire si c'est pas déjà fait. Je sais que le nombre de places est limité. Je pense parce qu'au moment d'enregistrer, il reste de la place, mais faudrait peut-être pas trop tarder si vous voulez être là. Si vous voulez être sûr d'avoir votre place. Puis nous, notre segment quiz va être le samedi soir, ça a été confirmé. Donc si vous avez juste une journée à venir que vous voulez nous voir le samedi, c'est sûr qu'on va être là. Puis c'est ça, on va en activité quiz, on va avoir plein de prix à faire à donner aux gagnants du quiz, puis même au deuxième, troisième, quatrième, j'ai l'impression. Il va y avoir du stock en masse, donc venez faire un tour, venez vous amuser avec nous, puis on pourra aussi peut-être partager un jeu autour d'une table. Exact, puis c'est ça, juste un petit rappel, ça a lieu au séminaire de Sherbrooke la fin de semaine du 3, 4, 5 novembre. Tous les détails vont être dans la description de l'épisode. Sinon, j'allais dire un petit point en finissant, tu sais, les ouvriers dans Lancaster, tu sais, c'est des cubes en bois, puis tu sais, ils ont une épaisseur variable en fonction de leur valeur, tu sais, c'est pas des mecs en plastique cool dans lequel tu peux mettre ton ouvrier, mais tu sais, c'est ça. Ça fait le job. J'aime ça parce que tu sais,
c'était comme super ironique mon affaire. J'ai voulu essayer d'aider ton jeu en disant un commentaire qui au final était un peu boboche. Ouais, c'est comme de dire ouais, c'est vraiment audacieux, tes cheveux pis ton linge, là. C'est un beau compliment. Ouais. Un complimarde qu'on appelle. C'est ça le terme que je cherchais. Ouais. Bon ben, sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. J'imagine que tu peux pas faire le coup aussi que t'es un artisan puis tu fais une robe invisible qui est juste vue par les gens vraiment tu sais, qui sont vraiment cool là. Fait que là, comme ça tout le monde se ramasse en bobette puis le couturier il rit un peu d'eux. Non? Tu connais pas cette histoire-là? Non. Ah ok, c'était un couturier c'est comme une histoire là, ça c'est pas arrivé pour vrai là. Mais c'est ça, c'était un couturier qui disait je vais vous vendre je vais faire une robe avec le tissu le plus soyeux qui soit, il est tellement léger en fait qu'on le voit pas si on n'a pas l'œil. Dans le fond, il fait le tissu, puis dans le fond, il réussit à faire convaincre le roi que tu sais s'il le voit pas, c'est parce qu'il est niaiseux. Fait que le roi pour pas avoir la niaiseux, il dit qu'il le voit. Mais il y a rien. Tu pourras couper ça en montant. C'est ça que je suis en train de me dire.